Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour ce nouveau live organisé notamment par le collectif Libertad et en lien également avec deux personnes d'exception. Donc, comme vous l'avez vu sur le fichier d'annonce, on va parler donc d'un sujet d'importance également aujourd'hui, notamment sur les dérives totalitaires au niveau des droits sexuels, au niveau des enfants. Et donc, vous avez déjà pu notamment connaître lors d'un live précédent, notamment deux des psychologues qui seront présentes ce soir, donc Ariane Billéran et Amandine Lafargue, que je vais laisser se présenter davantage pour parler du sujet. Donc, bonsoir Ariane et bonsoir Amandine. Est-ce que vous pouvez vous représenter à nouveau pour celles et ceux qui potentiellement ne vous connaîtraient pas? Oui, alors bonsoir à tous. Je suis Ariane Billéran, je suis docteur en psychopathologie, philosophe, psychologue clinicienne, normalienne, et je suis intervenue donc en particulier dans la crise qui nous occupe sous les aspects de la question de la dérive totalitaire, mais ça fait donc de longues années que je travaille sur la manipulation, le harcèlement, la perversion, la paranoïa, et notamment, ça fait plus de 16 ans que je travaille avec ma collègue ici présente, Amandine. Eh ben, en tout cas, merci pour ta présence et merci pour cette présentation. Amandine, je t'en prie également pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Je te laisse juste réactiver ton micro. Pardon. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est tout bon, on t'entend très bien. Voilà, tu me dis si on m'entend bien. Donc, bonsoir à tous. Je te remercie, Pierrick, de nous recevoir, parce que maintenant, tu es une figure emblématique de la résistance et que tu es devenu un soutien inconditionnel à la cause des enfants. Donc, je suis Amandine Lafargue, psychologue, diplômée de psychologie donc, sociale, de psychologie clinique et psychopathologie. Et je suis également psychothérapeute et psychanalyste. Alors, je travaille depuis plus de 20 ans. Je reçois en libéral dans les Bouches-du-Rhône et je travaille avec Ariane depuis 16 ans. Donc, nous avons coécrit Psychopathologie de la pédophilie. Et en novembre 2020, on avait rédigé une tribune parue dans François qui alertait sur l'impact traumatique que cette politique sanitaire aurait sur les enfants. Nous avons toutes deux été expertes auprès des tribunaux, Ariane dans le privé, les entreprises, les administrations pénitentiaires. Et pour ma part, j'ai travaillé comme psychologue en protection de l'enfance. J'ai également été réquisitionnée pour des auditions et mandatée pour des expertises judiciaires auprès des juges des enfants de Marseille, Martigues, d'Aix et de magistrats du parquet de Marseille et du Var. Donc avec Ariane, on a eu à travailler sur des signalements, des expertises délicates où l'enjeu était de protéger le témoin afin de ne pas abîmer la situation de l'enfant tout en la dénonçant. Ça, c'est pour la partie d'où on se permet de parler sur ce sujet. Je te mets les Oui, liens. on est toutes les deux d'abord spécialisées, psychologues spécialisés dans l'enfance maltraitée. C'est quand même important toujours de se rappeler la place depuis laquelle on parle. Je pense qu'Amandine a tout à fait raison de faire ce rappel, parce qu'on voit beaucoup de gens aujourd'hui s'improviser sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Or, je crois que concernant la protection de la santé mentale des enfants, les premiers concernés sont les psychologues pour enfants et les pédopsychiatres. Et on entend beaucoup de gens se prononcer, dire tout et n'importe quoi. En premier lieu, l'OMS. Voilà, mais on en parlera. Eh ben, en tout cas, merci pour ces éléments. Donc, je tiens à repréciser pour ceux qui regardent notamment ce live, cette émission. Donc, comme vous l'avez vu sur le fichier d'annonce, cette émission est enregistrée, notamment, on peut préciser la date. Donc, c'est enregistré ce vendredi 24 mars au soir. Donc, il sera diffusé très rapidement. Donc, quand vous le verrez, alors, on va le diffuser donc incessamment sous peu. Et donc, vous allez, d'une part, si je vous indique ceci, c'est pour vous préciser que du coup, on ne voit pas vos commentaires en direct, comme lors des lives habituels. Et surtout, également, vous allez avoir donc en description, notamment que ce soit sur Facebook, sur Chromebooker ou sur les chaînes YouTube sur lesquelles on va diffuser, tous les liens que l'on va vous évoquer, notamment pour un colloque dont vont vous parler Ariane et Amandine. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur, on a déjà évoqué, donc il y a pas mal de personnes, des gens qui ont alerté, vous les premières, notamment sur différents sujets, sur ces fameux droits sexuels. Est-ce qu'il en est, si vous voulez faire une petite, on va dire, introduction sur ces sujets-là, et surtout, qu'est-ce qui va justifier, enfin, motiver justement ce fameux colloque que vous souhaitez animer? Alors, Ariane, Amandine,
Et nous souhaitons. Eh ben, je vais laisser peut-être. Oui. Bon, je vais simplement dire que très rapidement, les droits sexuels, ce sont des textes de l'OMS qui existent depuis très longtemps. Enfin, il y a des textes de l'OMS, il y a des textes de l'IPPF, du Planning familial international, mais disons que c'est une politique de l'OMS. Sur laquelle j'ai écrit un livre en 2017 qui s'appelle L'imposture des droits sexuels, qui est en fait un analyse de textes principaux, dont un texte de l'OMS extrêmement problématique qui s'appelle Standard pour l'éducation sexuelle en Europe. L'éducation sexuelle est un sous-module des droits sexuels. Donc très rapidement, j'ai fait l'analyse des ramifications, des liens, des références dites scientifiques, du contenu même de ces textes pour m'apercevoir à quel point ils étaient extrêmement problématiques. Et surtout, alors qu'on nous a vendu le contraire pendant des années, on nous a expliqué que c'était pas obligatoire, que c'était qu'une charte, que ceci, que cela, et ce n'est pas ce qui est écrit dans ces textes. Et ce qui nous conduit aujourd'hui à reprendre un peu le sujet, sachant qu'il y a quand même un autre professionnel qui s'appelle Régis Bruno, qui est pédopsychiatre et psychiatre et qui a écrit un livre Préserver l'innocence des enfants, qui pose exactement la problématique de la protection psychique des enfants par rapport à ces textes et à ces politiques. Eh bien, nous voyons que ça surgit sur le terrain et donc Amandine va nous expliquer et va expliquer surtout aux gens qui nous écoutent les remontées de terrain que nous avons aujourd'hui et qui sont, il me semble, très graves du point de vue de la santé mentale des enfants. Oui. Ouais. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend, Amandine. Oui, alors là, je vais peut-être commencer par préciser que je vais parler ici en tant que psychologue sans me référer à une quelconque adhésion à un groupe politique ou religieux. Mon propos va concerner aujourd'hui le développement psycho-affectif de l'enfant, qui est ma spécialité. Alors, ce à quoi Ariane faisait référence, c'est qu'en février de cette année, j'ai reçu plusieurs enfants dans un état confus qui témoignaient que leur maîtresse leur avait expliqué des positions sexuelles. Alors les parents, ils étaient incrédules et ils me les amenaient pour savoir s'ils n'avaient pas eu des informations par le biais d'Internet ou d'autres camarades. Comme je suis familiarisée à ce sujet, je n'ai pas été surprise quand ces enfants m'ont expliqué que c'était leur maîtresse qui leur avait appris ces choses-là. Et quand j'en ai parlé à mes consoeurs, certaines m'ont remonté les mêmes observations. À savoir que depuis le début de l'année, plusieurs enfants en bas âge, alors on parle ici de 4-6 ans, nous rapportaient ce type d'expérience. Lors d'une réunion de la corpo des psychologues du syndicat Liberté Santé, mes confrères m'ont fait le même retour. Et les mamans louves, par l'intermédiaire de Christelle Cornet et Alexis Da Silva, m'ont informé que d'autres enfants étaient beaucoup plus impactés et donc que c'était national. Donc on s'est demandé si ça pouvait avoir un lien avec la déclaration du ministère de l'Éducation nationale, donc Pape Ndiaye, qui en fin 2022 avait souligné l'importance du respect de la loi de 2001 qui impose un nombre minimum de séances à l'éducation à la sexualité et à la vie affective, et du rapport de l'inspection générale de l'éducation qui a montré qu'il y avait une grande variation d'application selon les écoles, les territoires et les classes. Donc, je peux te mettre aussi le lien dans le commentaire, dans le chat. Copier. Excuse-moi. Je vais juste, pendant que rajouter un petit point, c'est là, pour les gens sachent, qu'à partir du 13 juillet 2022, il y a une suppression des modalités de consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes lors de la procédure d'agrément des assistants maternels. Parce que c'est important de mettre un endroit pour la protection des enfants. Parce que les droits sexuels, c'est tout le monde en fait qui va enseigner. Donc pour en revenir à notre réseau, je te l'enverrai. J'affichais juste voilà l'article dont vous reparle notamment là ici Amandine. Voilà, vous pouvez retrouver tous ces éléments également donc sur Internet. Je t'en prie. Donc j'ai dû expliquer donc aux parents ce que c'était les séances d'éducation sexuelle
et j'ai rédigé un courrier à destination du grand public qui peut être utilisé maintenant par les parents, les représentants des parents d'élèves et toutes les personnes qui se sentent concernées par ce sujet. Donc, ce qu'il faut savoir dans cette histoire, c'est que les choses dont on est en train de parler, les cours à l'éducation sexuelle, ça ne correspond plus aux cours de prévention et d'éducation sexuelle que nous, on a reçus au collège. Donc, ces séances, elles relèvent de la prévention en matière de santé. Elles relevaient, de la prévention en matière de santé. Et elles avaient pour but d'aborder des sujets délicats à un âge où les adolescents qui étaient en plein changement psychologique et philosophique se posaient des questions légitimes. Rappelez-vous, ces cours, nous, on les avait qu'au collège. Donc, les séances d'éducation à la sexualité dont on vous parle aujourd'hui, ils font partie du programme de l'éducation à la sexualité qui est dispensé dans les établissements scolaires selon les consignes du ministère de la Santé, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc, cette action, elle va non seulement à l'encontre de la protection des intérêts des enfants, mais elle va aussi à l'encontre de l'autorité parentale qui est normalement garant de la défense de la protection des enfants. Alors, on est d'accord, comme me faisaient remarquer mes collègues des Mamans Louves, qu'il est très difficile d'aborder le sujet du sexuel, de la sexualité, et de trouver les bons mots. Et du coup, les parents, ils préfèrent éviter, déléguer. Alors, quand on leur propose le signifiant cours d'éducation sexuelle ou droit à la sexualité, ils valident. Or, ce document de programme qui s'intitule « Les standards pour l'éducation sexuelle en Europe », il émane de l'OMS, comme le disait ma collègue, et il sexualise nos enfants sur le principe que les enfants sont des personnes. Donc, des personnes qui, dès la naissance, auraient un droit à la sexualité et à la jouissance. Donc, les parents se retrouvent à approuver sans se demander si cette circulaire, la 2018-111 de 2018, celle qu'on dit Blanquer, qui annule la 2003, propose un programme ou un projet pédagogique approprié. Donc, ils ne se demandent pas si les supports proposés aux équipes pédagogiques sont appropriés. Sinon, ils y découvriraient des dessins animés qui montrent des scènes pornographiques explicites. Même si c'est des petits martiens, ils ont des parties génitales très détaillées. Les parents, ils devraient être informés des dates de réalisation de ces interventions, du cadre prévu pour garantir l'adaptation des interventions auprès des enfants selon leur âge et leur sensibilité. Et je rappelle que les professionnels de la psychologie de l'enfant ne valident pas ces objectifs ni ce matériel et que nous ne les trouverons pas adaptés en termes d'ergonomie psychique. Le personnel désigné pour cette éducation n'est pas formé correctement à ce sujet. Il ne possède pas de qualification ni en psychologie de l'enfant, ni en psychotraumatisme. Et comme le disait ma consoeur, il n'existe pas de vérification du casier judiciaire concernant ces personnes qui interviennent auprès de nos enfants. Donc, ces séances peuvent être… Amandine, je vais juste rajouter un point pour compléter ce que tu dis. Dans les formations de formateurs à l'éducation pour la sexualité, puisque j'ai passé quelques… ce sont des formations qui donc sont 3 jours de formation où n'importe qui peut aller faire ces formations. Il n'y a pas de casier judiciaire qui est demandé. Ensuite, ce sont ces personnes qui rentrent dans les écoles ou dans les établissements de loisirs, etc. Parce qu'il faut bien comprendre que ces cours d'éducation sexuelle ne sont pas réservés à l'éducation nationale dans les textes de l'OMS. Donc, il va y avoir une amplitude de plus en plus de déploiement avec des individus dont on ne maîtrise pas du tout les profils. Pardon pour l'interruption, mais c'était pour ajouter un point. Et puis, surtout, d'une manière globale, alors je te laisse peut-être continuer, mais dans cette continuité, si j'ai bien compris, alors c'est ce qu'on observe, c'est que autant il peut y avoir des personnels extérieurs, on va dire par l'exemple du planning familial qui viennent faire des cours, autant des fois ce sont même les enseignants eux-mêmes qui n'ont strictement rien à voir avec le domaine, qui vont d'eux-mêmes se mettre à enseigner, enfin du moins essayer d'enseigner certaines choses. Tu me confirmes? Oui. Alors effectivement, pour l'instant, les retours qu'on a, ce n'est pas des personnes formées. C'est pour ça que je ne m'étais pas attardée sur ce point. C'est pour l'instant des maîtresses qui, en plus, pour la plupart, étaient vraiment appréciées des enfants. Et puis, certaines fois, l'infirmière et certaines fois, la psychologue. Donc, pour l'instant, les retours les plus perturbants qu'on a eus, c'était de l'infirmière scolaire qui avait pu donner des détails, et donc il y a déjà des procédures en cours. Donc ces séances, elles sont vécues comme très traumatisantes
Les enfants en sortent, comme je vous ai dit, assez confus. Et il ne semble pas y avoir de sas prévu pour débriefer les enfants qui auraient été perturbés. Et enfin, il n'est pas prévu non plus de recueillir les témoignages d'abus que ces séances pourraient faire ressurgir, ce qui serait d'ailleurs normal. Et on peut se demander également quelles procédures sont prévues en cas de révélation d'abus intra- ou extra-familiaux que ces situations risquent de faire émerger, bien sûr. Ok, je réactive juste le micro. En tout cas, merci pour ces éléments. Donc, il y a déjà des retours. Le problème, c'est que là, les jours, on est déjà, on est bien d'accord, en train d'agir finalement de manière directe ou indirecte sur les conséquences, sachant que malheureusement, en fait, les causes sont potentiellement connues depuis un petit moment. Alors, est-ce qu'il y a des points sur ces aspects-là que vous voulez développer, ou déjà, est-ce qu'on pourrait déjà commencer à évoquer certaines choses sur dire mais comment est-ce qu'on peut d'une part continuer d'alerter les parents et comment, parce qu'il y a quand même un cap énorme à franchir, c'est-à-dire que là on est face à une sorte d'argument d'autorité où la bienveillance et la maîtresse veut bien faire et enfin il ne va pas de soi que la maîtresse va mal faire, il ne va pas de soi que l'enseignant va mal faire, que l'infirmière va mal faire. Donc déjà comment alerter sur le sujet et surtout c'est un petit peu comme la crise sanitaire. C'est quand on commence à aborder le sujet, forcément, de manière indirecte, c'est comme si on disait que tout le monde est en train de se planter, quoi. Et là, forcément, c'est ce qui fait une forme de blocage. Donc, est-ce que vous avez des éléments que vous voulez développer, ou est-ce qu'on peut déjà aborder ces sujets-là sur comment parler à ces gens, que ce soit enseignants, enfin le corps enseignant dans sa globalité, ou ne serait-ce que les parents? Juste quand même, si les gens veulent avoir vraiment les informations, donc tout d'abord sur ce que c'est que la pédophilie ou le rapport intrusif de la sexualité adulte dans la vie psychique de l'enfant. Donc il y a le livre d'Amandine et moi qui date d'il y a très longtemps tout de même, Psychopathologie de la pédophilie, qui est paru chez Duno et qui est en réédition, qui a été réédité. Le livre de Régis Bruno, Préserver l'innocence des enfants, parle tout à fait du développement psycho-affectif de l'enfant, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire la politique de l'OMS. Et mon livre, Imposture des droits sexuels, décrit en détail les textes de l'OMS et les accords qui font que nous sommes assujettis aux textes de l'OMS. Donc je crois que déjà qu'avec ces 3 manuels, les gens qui veulent vraiment se renseigner sur quelle est la politique globale ont les informations. Donc maintenant, la question qu'on a toujours à franchir, c'est le déni, c'est-à-dire l'enfer étant pavé de bonnes intentions. Nous avons affaire à une nouvelle idéologie déferlante, comme on a eu d'autres idéologies auparavant. Ces idéologies sont évidemment toujours au nom de notre bien. Ce qu'il faut toujours repérer tout de même, c'est que, premièrement, parler de sexualité et la coller à enfant, il y a un problème. Comme l'a dit Amandine, on parle du développement psycho-affectif, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau de la vie psychique et non pas de la vie sexuelle de l'enfant, puisque la sexualité, elle émerge tout basiquement à l'adolescence, avec la biologie. C'est mathématique et ça s'est expliqué par Régis Bruno très très bien dans la psychologie du développement. Donc, dès qu'on va introduire des notions comme enfant, sexualité, consentement, enfant, consentement sexuel, enfant, un enfant n'a pas de consentement, il n'a pas le droit de vote, il n'a pas le droit de conduire une voiture, mais il aurait le droit d'avoir une sexualité. Donc tout ça, ce sont des confusions. Quand l'OMS, dans les standards, nous parle de citoyenneté sexuelle, c'est vrai que la sexualité, c'est plus politique, c'est sexuel. Il y a quand même une petite problématique. Quand il y a dans ces textes, au pire, ce sont des petits modules prévus sur l'abus sexuel, etc. Mais ce qu'il faut toujours repérer, c'est à quel endroit sont les paradoxes. Vous ne pouvez pas dire que, par exemple, vous allez lutter contre la pornographie en montrant des scènes pornographiques à des enfants. Or, c'est ce qu'on entend de plus en plus souvent. Comme ils y sont confrontés, que nous sommes donc, nous, adultes, incapables de les en protéger, montrons-leur de la pornographie. Comme ça, on va les transgresser, parce que si c'est nous, c'est toujours plus soft que si c'est les autres. Voilà. Et toute cette perversion des discours, je crois qu'il est très important d'être extrêmement prudent vis-à-vis de ce qu'on fait envers le psychisme des enfants. Et donc, voir que tous ces textes et toute cette nouvelle politique
qui en réalité n'est pas du tout nouvelle, mais avançait pas à pas de façon très feutrée et maintenant de façon très offensive. C'est juste ça. Avant, il y avait des petites expériences de laboratoire à certains endroits en France, dont moi j'ai eu des échos sur des enfants pour commencer à ce qu'on appelle implémenter dans le jargon moderne le nouveau programme. Ce nouveau programme, maintenant, c'est le grand déploiement, c'est tout. Et ce grand déploiement est fait par des gens qui ne sont pas formés, par des textes qui sont complètement gangrénés à la racine, des références scientifiques qui n'existent pas, en réalité qui sont pas du tout fondées sur la psychologie de l'enfance. Et donc, il est maintenant très important que tout le monde commence à mettre le nez dans cette politique. Voilà, enfin, je laisse après Amandine répondre sur l'alerte des parents, mais là, ce sont les adultes qui ont une responsabilité à regarder ce qui se passe. Justement, je me permets de faire une action, enfin, c'est forcément quand j'aborde, moi, des fois avec des amis qui ont justement, notamment ces notions, enfin, ces sujets-là que tu évoques, très bien, en fait, c'est exactement ça. C'est certains, des fois, me répondent, par exemple, je crois que je t'en ai déjà eu parlé à toi, Ariane, ou même Amandine, et en fait, c'est un élément en fait, qu'on ressort souvent sur le site On s'exprime, qui est notamment référencé, donc un site à la demande de Santé publique France, référencé par l'Éducation nationale. Donc, si j'ai bien compris, le programme On s'exprime, c'est pour les 11-18 ans. Quand on voit notamment, moi, un élément, on va dire, majeur, il n'y a pas que ça sur ce site qui pourrait être, en tout cas, on va dire contesté. Il n'empêche que l'on retrouve sur ce site, dans la présentation des organes sexuels, justement, notamment un point, l'anus comme un organe sexuel qui peut être pénétrable, limite en expliquant aux adolescents comment faire. Et quand je leur parle de ça, pourquoi je parle de ça? Puisqu'on se retrouve, quand on en parle à d'autres adultes qui ont notamment des enfants, c'est totalement la réponse que tu évoquais, c'est de toute manière, ils vont être confrontés à du contenu pornographique, ou ils vont peut-être voir justement certains actes, limite autant qu'ils sachent potentiellement comment bien faire. C'est presque, on en est presque là. Voilà, moi c'est ce qui me perturbe, parce que quand j'entends ces discours, plutôt de se dire non mais qu'est-ce qu'on va leur mettre dans la tête, et surtout en fait c'est même pas la pratique en tant que telle, est-ce que je suis en train de discuter de cela ou non, c'est le fait qu'on banalise certaines choses. C'est-à-dire ça devient banal en fait finalement. C'est-à-dire que quand, donc moi qui ai très fréquenté ces textes de l'OMS, tout simplement, il y a Amandine, voilà, merci. Il y a dans ces textes une conception, très singulière de la sexualité. Deux, il y a une conception très singulière du droit, puisque le droit n'est plus la protection de l'intégrité des personnes, mais le droit à une pulsion. Donc là, c'est l'inverse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le droit, il protège l'intégrité des personnes, c'est-à-dire c'est le droit d'avoir son intégrité protégée et pas le droit de faire des réclamations de jouissance. Le droit sexuel, c'est j'ai le droit de réclamer ma jouissance, quelle qu'elle soit. C'est l'inverse du droit, en fait. C'est le droit du prédateur. Il faut comprendre, il faut vraiment aller regarder ces paradoxes en permanence. Alors évidemment, c'est toujours au nom de notre liberté. Mais alors, en fait, au nom de notre liberté, nous avons une obligation, à jouir de la façon dont l'OMS a prévu que nous devions jouir. C'est très clair. Et de la façon dont il fallait dissocier la sexualité des sentiments. Premièrement, c'est très idéologique. C'est-à-dire que c'est une sexualité mécanique, orientée sur certaines positions, complètement effectivement focalisée en général sur la partie anale. On retrouve là, nous en tant que psy, on analyse pas mal de choses sur la perversion, c'est intéressant. Effectivement, ce qui nous préoccupe, c'est que ce soit surtout sur les enfants. Il faut bien comprendre que dans les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, il est bien noté qu'il n'y a pas de différence de nature entre un enfant et un adulte dans ces textes. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est un adulte en miniature qu'on peut sexualiser et qu'on sexualise dès la naissance. Dès la naissance, avec des tableaux, une matrice d'enseignement qui, en fait, sont pour nous des enseignements effractifs, traumatiques, à tous les âges où il ne faut pas les faire. C'est-à-dire, nous, il y a des moments où on sait qu'il faut surtout conserver certains sujets. On ne peut pas exposer les enfants à tout parce qu'ils n'ont pas la capacité psychique, tout simplement, d'absorber des sujets compliqués. Et donc, on doit les en préserver. C'est notre rôle d'adulte
on ne doit surtout pas les exposer prématurément parce que tout simplement, on en ferait des êtres traumatisés qui vont avoir pour conséquence tout simplement de ne pas être capable d'avoir une sexualité épanouie à l'âge adulte. Donc, et une sexualité épanouie, c'est aussi une relation épanouie, c'est aussi parce qu'un trauma psychique, par exemple, venir parler du viol à des enfants en bas âge, soi-disant pour faire de la prévention, c'est tout simplement déjà leur mettre l'idée du viol dans la tête, alors qu'ils ne l'avaient pas, et ils n'étaient pas dans un âge où ils pouvaient penser ça. Donc on est déjà en train de les effracter, on est en train de les traumatiser, et en mettant l'idée du viol dans la tête, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien les enfants, eh bien évidemment, ils vont s'essayer au viol. Tout ça est très logique. De plus, quand on va commencer à parler sexualité en groupe, c'est quand même la sphère de l'intime. Tous les enfants, même du même âge, ne sont pas du tout au même endroit. Ils ont des besoins différents, ils ont des attentes différentes d'éclaircissement. Et on doit répondre en tant qu'adulte à l'endroit où ils en sont. On ne va pas commencer à tout déballer de quelque chose qui, encore une fois, peut être extrêmement traumatique. Parce que ce n'est pas dans leur capacité de représentation et qu'il faut franchir d'abord des étapes. C'est comme si on demandait à un enfant de pouvoir conduire une voiture, un bolide, sans avoir déjà les jambes pour le faire, et pour pouvoir appuyer sur l'embrayage, et puis la connaissance de la voiture. C'est de cet ordre-là. C'est très effractif, c'est très dans la confusion. Comme façon, c'est la confusion entre l'adulte et l'enfant. Et surtout, ça témoigne quand même d'un désir des adultes d'aller sexualiser précocement les enfants. Et ce désir est à interroger aujourd'hui dans notre société, c'est-à-dire un désir pédophile. Et d'une manière globale, en fait, finalement, si je résume, je me permets de commenter, moi, avec ma vue de citoyen qui n'a pas, si on peut dire, la culture de la psychologie. Moi, de ce que je comprends, c'est en fait, j'ai l'impression, sous couvert qu'il peut potentiellement se passer des choses pour leur apprendre à dire non, etc., plus tard, avant d'attendre qu'ils se posent des questions, on va en fait finalement tout leur dire avant. C'est un peu cette impression-là, d'après ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'il ressort. C'est du coup, plutôt que d'attendre qu'ils se posent des questions, on va leur parler de tout pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, voilà ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez pas faire, et tout ce qui s'ensuit sans respecter. En fait, on anticipe sur des choses sur lesquelles on n'est pas capable, l'enfant n'est pas capable d'anticiper au final. Oui, et puis Voire même, on fait même l'effet inverse. Exactement. Et puis l'adulte n'a pas à aller tout simplement parler, mélanger son lit ou sa sexualité, ou ce qu'il voit et qu'il connaît de la sexualité, avec là où en est l'enfant. La seule chose qu'on ait à faire, c'est effectivement de la prévention et de la protection. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? On revient à la nature du droit, c'est-à-dire protéger, contenir, préserver. L'autre n'a pas le droit de faire ceci et cela. L'autre n'a pas le droit de faire ceci et cela sur toi, etc., etc. À partir de là où en est l'enfant. Parce qu'il y a aussi autre chose qui est extrêmement pervers dans ces textes, c'est la question du consentement à la sexualité, c'est-à-dire en fait, donc l'enfant, à partir du moment où il aurait ses cours, on suppose qu'il est sachant et qu'il peut donc dire oui ou non, selon, Amandine, tu peux en parler, ce qui éventuellement, ce qui lui fait du bien, pas lui fait du bien, enfin, ne lui fait pas du bien, etc. Mais ça, c'est se défausser de notre responsabilité d'adulte. L'enfant n'a pas à avoir une sexualité pour sa protection. Pour sa propre protection. C'est pas parce que on a l'organe génital qu'on est en capacité de l'utiliser. C'est pas parce que on a un utérus qu'on est en capacité d'avoir tout de suite des enfants. C'est du même ordre. Donc il y a des choses, c'est des étapes de maturation. Et la sexualité, c'est le territoire de l'intime. C'est donc un territoire dont l'État n'a pas à se mêler, numéro 1, pour faire des programmes à divulguer à tous, qui sont des programmes idéologiques, dont on voit bien que ce n'est pas la promotion soi-disant, c'est la promotion du respect, mais c'est la promotion du polypartenaire en permanence. Vas-y, libère-toi, fais ce que tu veux, libère toutes tes pulsions. C'est plutôt ça, la promotion de tout ça. Qu'autre chose. Et c'est donc, il n'est jamais vraiment question de sentiment, il n'est jamais question d'amour, il n'est jamais question de quelque chose qui épanouit aussi l'être. Parce qu'à un moment donné, nous aussi, en tant que psy, on réfléchit. La sexualité n'est pas dissociée du reste de l'être. Donc, en faire une partie mécanique de bouchage de trous, comme c'est sur ce site on s'exprime, c'est tout de même très problématique. Voilà.
En tout cas, merci. Amandine, je crois que tu voulais peut-être sans doute compléter. Oui, on va dire, j'aime bien le terme épanouir, parce que ça me rappelle un proverbe qui dit on ne tire pas sur les fleurs pour qu'elles poussent. Comme dit Régis Bruno, c'est pas parce qu'on a des jambes qu'on marche à la naissance et c'est pas parce qu'on a une langue qu'on parle. Donc c'est pas parce qu'on anticipe les besoins des enfants qu'on en fera des meilleurs adultes. Donc on n'a pas abordé ces sujets alors que les enfants sont trop jeunes ou encore en période de latence. Donc ça veut dire c'est vraiment la période où les enfants de 6 à 9 ans environ, enfin avant la puberté, ils s'intéressent plus à ces choses-là. C'est vrai que avant, ils ont peut-être découvert quelque chose entre leurs jambes, ils ont pu l'explorer, mais comment dire, c'était comme ils ont exploré leurs mains avant ou leur trou des oreilles, ou c'était plutôt une curiosité découverte du corps, c'était pas en termes sexuels, on va dire. Et donc, il n'y a pas de réponse à apporter à une absence de questionnement, à un non-questionnement. Donc, accepter ces standards, c'est vraiment amener les enfants à être des objets sexuels, puisque ça permet, si vous voulez, de banaliser la maltraitance. Donc, comment savoir si un enfant est consentant? Parce qu'on lui explique cette histoire de droits sexuels, ou s'il n'est pas plutôt attiré par la nouveauté, par l'inconnu ou par le jeu. Un enfant, quand on lui propose de lui raconter une histoire, évidemment qu'il est ravi. Donc, le meilleur moyen qu'on a pour protéger nos enfants de ces histoires-là, c'est tout simplement de dire non. Non à l'éducation de la sexualité en dessous d'un âge où ça les concerne. Non à sensibiliser nos enfants à des choses qui pourraient leur apprendre des choses trop tôt et endommager leur développement psycho-affectif. Donc, la sexualité, ça se construit personnellement. Ça ne s'apprend pas de l'extérieur. Ça ne s'apprend pas par un adulte qui l'aura décidé au moment où il l'aura décidé. Ça va se produire. Il faut vraiment rassurer les parents et les enfants sur le fait que c'est naturel et que les éléments pornographiques ne sont pas utiles dans ces cours-là. Donc ça nous démontre bien qu'il y a une idéologie derrière ces choses-là, que l'enfant est sexualisé à la naissance, alors qu'en fait, il est sexué à la naissance, mais que c'est avec un appareil génital qui n'est pas mûr. Il n'est pas encore opérationnel. Donc pour ça, je vous renvoie aux travaux, comme le disait ma collègue de Régis Bruno, qui est pédiatre et pédopsychiatre, et qui a écrit Préserver l'innocence des enfants, que j'ai là, un livre noir, avec l'imposture là, de ma collègue aussi. Et il est très clair sur le sujet des étapes de la maturation de l'appareil génital. Donc la sexualité, ça touche à l'histoire de chacun et comment on en est arrivé à la sexualité. Donc effracter nos enfants, ça va faire des traumas et ça va faire justement, ils vont avoir une sexualité peut-être compulsive ou peut-être à vouloir eux-mêmes apprendre à d'autres enfants. On connaît d'autres histoires, hein. Il y a un bonhomme barbu à la fin de l'année. Quand on raconte cette histoire un peu trop tôt, d'autres enfants vont aller raconter à des plus petits. Donc, on voit bien cette importance de ne pas raconter trop tôt et de ne pas répondre à des questions qu'ils n'ont pas encore élaborées complètement. Donc, les droits sexuels, c'est vraiment un problème de définition des termes. Donc, l'adjectif de droit, ça vient de direct, mais ça vient plutôt de redresser, de diriger. Alors, je prononce peut-être mal, Ariane va me reprendre, mais en français, c'est surtout dire on va au juste, au droit, c'est le censé. Ça ne signifie pas le dû. J'ai droit à, c'est que j'ai possibilité à, et pas qu'on a obligation à. Donc, quand on parle de droit à la santé sexuelle, il ne faut pas en parler comme un droit à la créance. Donc, si vous voulez, le droit à la créance, c'est un pouvoir d'exiger. Ça implique une intervention positive, c'est-à-dire une prestation positive. Alors que les libertés, elles sont opposables à l'État. Dire j'ai droit à, c'est une créance, ça veut dire que je peux exiger de l'État. Et je pense que c'est de là que vient la confusion. Et pour ça, je vous renverrai aux travaux de Valérie Chénard, notamment un article sur certaines pratiques et droit à disposer de son corps, une histoire sur des lancers de petites personnes, et à l'autonomie personnelle et à une extorsion de consentement. Je vous enverrai ça dans les... Donc, il ne faut pas se mentir, l'OMS, elle connaît parfaitement la psychologie de l'enfant. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils appliquent très exactement ce qu'il ne faut pas faire à l'âge où il ne faut pas le faire.
Donc, il préconise d'aborder ces sujets déstabilisants sur un public qui est encore immature et influençable. Il y a une période où des éléments psychiques sensibles et constructeurs de l'identité se produisent délicatement. Donc, il prépare l'enfant à normaliser la sexualité, ce qui peut avoir des conséquences vraiment dommageables sur le besoin de refoulement pulsionnel de l'enfant. Donc, on n'est plus dans à partir du moment où ça te plaît, ça te fait du bien, c'est OK. On est dans montrer à des enfants qui n'ont rien demandé ce qu'ils pourraient aimer et le présenter comme ce qu'ils devraient faire pour avoir une sexualité normale. C'est les fameux standards sexuels. Donc, on a un problème de terme puisque éduquer à une pulsion sexuelle, c'est interdit. Même si c'est fait par des adultes, ça fait juste que les adultes deviennent des initiateurs. Oui, et puis peut-être on peut rajouter que dans ces textes, en tout cas au niveau de la France, pas de l'OMS, mais certains s'appuient sur Freud. Alors Freud a dit que sous l'effet de la séduction adulte, l'enfant pouvait devenir pervers polymorphe. Il n'a jamais dit que l'enfant était pervers polymorphe, il a dit sous l'effet de la séduction sexuelle adulte. C'est clair, c'est un texte qui est très clair, où il dit que les adultes savent très bien qu'ils ne peuvent pas parler de la sexualité aux enfants parce qu'il les rendrait inéducables. Donc je ne comprends pas qu'on nous prenne en plus des faux arguments d'autorité qui n'en sont pas. Il n'y a pas d'argument pour la sexualisation des enfants. Du point de vue psychologique, il n'y en a pas. En tout cas, ça me fait penser, merci pour ces éléments, et ce que vous disiez, en fait, comme ça vient en plus de l'OMS, et c'est l'une des problèmes et l'une des frictions, nous, en tant que, quand on essaie d'en parler à droite ou à gauche, c'est ce qui fait friction, c'est que ça vient en fait de l'OMS, en gros, l'entité toute puissante, et quand on remet en question, même si on s'appuie justement sur tous les travaux que vous avez faits, en citant des pédopsychiatres, en citant justement des psychologues cliniciens, en citant des personnes, c'est très dur de lutter contre ça parce que il y a tellement l'argument d'autorité qui revient, enfin, et surtout remettre en cause l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, justement, enfin, on constate, nous, dans les débats ou dans les discussions, c'est véritablement problématique. Se dire qu'à l'échelle mondiale, il y a pratiquement tout le monde qui se plante, c'est ce qui fait que beaucoup, en fait, des adultes, que ce soit parents ou du corps enseignant, ne vont même pas, en fait, spécialement écouter. Il y a quelque chose qui est trop ancré, trop puissant, et c'est ce qui est délicat à essayer de contrer, quoi. Comme tout le reste, comme toute idéologie totalitaire, comme tu le décris très souvent, très bien, notamment Ariane. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a décidé donc d'organiser ce colloque. D'abord peut-être parce que les gens sont peut-être davantage disposés aujourd'hui, au regard de tout ce qui s'est passé depuis 2020, à envisager que peut-être les instances qui dirigent, en particulier les instances qui prétendent diriger au niveau mondial, notamment la santé, ne sont pas nécessairement tout à fait adaptées dans leur politique, pour le dire de façon très douce. Donc, effectivement, le colloque que nous organisons à Paris le 13 mai porte sur la dérive totalitaire sur les enfants, de façon plus générale. Alors, il y a ce volet des droits sexuels et d'éducation sexuelle qui, en tout cas, pour nous, est un volet essentiel parce qu'à partir du moment, pour prendre le contrôle sur les masses, vous avez besoin de les dissocier. Vous avez besoin de créer du traumatisme. Plus vous allez créer du traumatisme précoce, c'est-à-dire sur personnes absolument vulnérables, et par fonction d'autorité, plus ce traumatisme va être puissant. Donc moi, c'est effectivement le sens de mon sous-titre de livre, le totalitarisme, ou le totalitarisme mondial, la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial. La loi du pédophile au service du totalitarisme mondial. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez dissocié précocement, vous obtenez un contrôle mental sur les populations. Il faut très bien le comprendre que la question du harcèlement totalitaire, le harcèlement est un outil du totalitarisme pour mettre les gens, pour les soumettre ou les démettre et les conduire à l'autodestruction. Et en faire surtout des jouets, des marionnettes qui vont exécuter des consignes parce qu'ils sont dissociés. On appelle la dissociation traumatique. Cette dissociation traumatique, manifestement, comme tout totalitarisme, eh bien, ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui vise les enfants, et en particulier au travers de cette sexualisation précoce, les vise d'une façon effroyable.
Et donc, il est très urgent de comprendre que ce n'est pas du tout anodin. À partir du moment où il y a une effraction traumatique qui est faite par personne ayant autorité du point de vue de l'enfant, donc ce que peut être un enseignant, ce que peut être un parent, ce que peut être voilà, un éducateur, un entraîneur sportif, etc., et que ça crée un trauma de type sexuel qui est le plus violent des traumatismes, et que c'est sur enfant, plus l'enfant va être jeune, en jeune âge, plus ça va créer des dégâts considérables, psychiques. Il faut peut-être 5 minutes pour traumatiser un enfant, et ça sera 40, 50 ans de vie foutue derrière. Donc tout ça, il faut vraiment en prendre conscience. C'est-à-dire que les psys ne vont pas pouvoir réparer les dégâts. Quelque excellents qu'ils puissent être, ils ne pourront pas réparer les dégâts. Donc il faut absolument, nous tirons la sonnette d'alarme. Cette sonnette d'alarme, évidemment, concerne ces traumas, ces intrusions sexuelles, ces séductions, ces initiations de la part d'adultes en matière de sexualité pour standardiser, il faut quand même bien entendre, standardiser les gens sur le plan sexuel. Moi, il me semblait que la sexualité, c'était le lieu de l'épanouissement, de la liberté. Effectivement, quand on a une rencontre amoureuse, on peut effectivement, en tant qu'adulte, explorer plein de choses. Ah ben non, là, on va être standardisé. Et tout est orienté pour que ça soit standardisé. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus du tout cette possibilité de rencontre d'âme au travers de la sexualité. Donc ça, il faut être très, très clair aussi. Donc, ce colloque, il y aura cette partie-là qu'on va aborder, mais pas que. C'est-à-dire, on va aborder la dérive totalitaire. Donc, nous allons avoir une experte avec nous toute la journée, qui est la fabuleuse maître Virginie Daro-Recchia, de notre point de vue incroyable dans sa compétence juridique, dans ses analyses, qui a énormément souffert, bien évidemment, des représailles du pouvoir en place parce que ses analyses dérangent, qui est régulièrement invisibilisée parce que ses analyses dérangent, et qui va nous aider pour essayer de pointer, en fait, qualifier, constituer des qualifications juridiques des délits et des peines commis à l'encontre des enfants. Parce que là, ça nous paraît quand même maintenant assez urgent de comprendre que ce n'est pas parce que on essaye de trafiquer le droit que le droit pénal peut se trafiquer comme ça. Le droit pénal, il a une histoire, une historique qui remonte à des siècles, il a des bases principielles qui sont philosophiques. On ne peut pas les contourner comme on veut ou réinventer les lois comme on a envie. Ça, c'est un premier principe. Le droit pénal, il est là pour protéger l'intégrité des personnes selon des principes et défendre le principe fondamental de liberté humaine. Donc ça, c'est pas au gré de urgences sanitaires, fait ce qu'on veut, quoi. Donc ça, c'est très important de remettre la loi en tant que fonction symbolique et dont on espère un jour qu'elle va être de nouveau opérante dans son exécution. On va donc essayer de diagnostiquer ensemble. C'est un colloque où il y a des experts de la psychologie, du droit. On va donc avoir notamment Marie-Estelle Dupont, qui est beaucoup intervenue aussi dans la crise qui va nous dérouler en fait un bilan psychologique des maltraitances sur les enfants depuis 2020. Amandine nous parlera de la clinique, c'est-à-dire des caractères inédits des troubles psychiques infantiles qui arrivent maintenant chez les psys, parce qu'effectivement, à force de traumatiser tous azimuts les enfants, ils arrivent dans des états que nous ne connaissions pas. Et nous avons une recrudescence d'idées suicidaires absolument très alarmante. Donc, tout ça est très, très important. J'ai oublié de dire que, bien sûr, sur la partie droit sexuel, j'aborderai de mon côté, effectivement, la question des textes, des origines, des filiations, des promoteurs, des concepteurs, et que Régis Bruno, lui, donnera, le docteur Régis Bruno, son point de vue sur l'idée d'une sexualité infantile qui, pour lui, est une pure fadaise idéologique qui a été créée aux dépens des enfants. Il n'a aucune scientificité. Donc la scientificité, c'est encore une fois pas le scientisme. Ça, je pense que beaucoup de gens ont commencé à le comprendre depuis ce que nous vivons depuis 2020. Ensuite, nous aurons Cécile Maïchak qui avait créé donc l'ex-Doctoton, où elle a beaucoup interviewé énormément. Voilà, oui. Dossoumen, je ne retrouvais pas le nom, merci. Où elle a interviewé énormément de docteurs, de témoins, etc. Elle va nous parler aussi du constat de terrain, du point de vue du point de vue des enfants, de leur regard, qu'ont-ils appris de notre monde? Quelle est leur vision de notre monde? C'est-à-dire, elle va nous conduire à nous mettre à la place, en fait, tout simplement, des enfants et de ce qu'ils subissent. Karina Terki, qui est une autre psychologue de terrain, s'interrogera sur l'avenir proposé aux enfants. Et Karine Bayeux, qui est une autre psychologue également, qui est pas mal aussi intervenue au niveau de ce que nous vivons,
nous aura dressé donc tout un historique de ce qui est en train de se passer. Nous avons aussi une intervention de Senta Depuy, journaliste, qui reviendra sur des principes fondamentaux, ne pas nuire aux enfants, ne pas nuire ni à leur santé physique, ni à leur santé mentale. Et tout ceci ayant été bien balayé d'un revers de la main. Ce colloque est parrainé par la Ligue pour la liberté, la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, qui effectivement trouve que ça serait intéressant d'avoir ce panel général qui nous permet de contextualiser ce dans quoi nous sommes par des professionnels. Eh ben, merci en tout cas pour cette présentation en fait de ce colloque. Donc je suppose que du coup, à l'issue de cela, il y a beaucoup qui vont vouloir savoir comment s'y rendre, etc. Donc là, on vous mettra tous les liens en commentaire en dessous. Mais déjà, est-ce que vous pouvez nous donner un petit nom, un petit mot rapidement pour nous préciser ce qu'il en est? Oui, en fait, il faut absolument s'inscrire sur un lien qui sera donné donc parce que le nombre de places est limité. Donc, c'est très important. Donc, il faut s'inscrire. Il y a une inscription payante. Nous sommes tous bénévoles, mais nous avons des frais de location de salle, etc. Donc, c'est surtout pour amortir ces frais-là. Simplement, comme le nombre de places est limité, effectivement, il faut s'inscrire à l'avance sur le site. Voilà. D'accord. Eh ben, en tout cas, merci pour ces éléments et puis surtout, voilà, un beau panel de différents intervenants. Merci pour tout ce travail, en tout cas, qui est fait pour les enfants. On incite, pardon, c'est important de dire que le colloque n'est pas réservé qu'à des professionnels. Il est réservé à tout citoyen désireux de comprendre ce qui se passe en termes de maltraitance sur les enfants aujourd'hui, de peut-être œuvrer à cette prise de conscience, de pouvoir trouver des arguments aussi pour faire sa part de citoyen. Ce n'est pas réservé qu'à des professionnels ou des médecins ou des psys ou des enseignants. Non, c'est réservé, c'est vraiment ouvert à tout citoyen qui s'interroge. Nous, notre but, c'est de faire en sorte que ces maltraitances s'arrêtent et qu'il y ait une prise de conscience plus grande de ce que sont en train de souffrir évidemment de nombreux enfants en France, et nous allons vers une politique du pire si effectivement nous continuons sur cette pente. D'accord. Merci à toi. Amandine, je crois que tu voulais nous compléter avec un ou deux petits éléments. Oui, je peux rappeler, mais on ne le rappellera jamais assez, que quand on y regarde de plus près, on réalise vraiment que l'OMS, elle préconise exactement le contraire de ce qui est préconisé par nous, professionnels de l'enfance. Alors, bien sûr, moi, je suis psychologue des organisations, donc je peux imaginer que voilà, c'est un biais qu'avait décrit Jean-Pierre Pinel, comme quoi chaque système qui travaille avec quelque chose finit par faire l'inverse de ce pourquoi il est censé faire, ce pourquoi il était conçu. Mais en fait, il faut aussi peut-être admettre que si on voulait éveiller les enfants à la sexualité adulte avant l'âge, on ne s'y prendrait pas autrement. Et c'est déjà le point de vue que je soutenais dans notre émission sur la manipulation des foules et l'ingénierie sociale, donc avec toi, Pierrick, précisément. Et le risque, c'est justement d'hypothéquer le bon déroulement de la construction psycho-affective de nos enfants. Donc, ce type de langage, droit sexuel, cours à la sexualisation, standard, c'est vraiment pas anodin. Voilà qu'on joue de la confusion de mots qui ont l'air comme ça. Enfin, tout le monde a envie de souscrire à des droits, et surfer sur des tendances, parce qu'on sait derrière qu'il y a l'idéologie, voilà, qu'il faudrait pas. Qu'enfin, ça permettrait de lutter contre du harcèlement quant à des orientations sexuelles, etc. Là, on aimerait savoir en quoi ça lutte contre tout ça. Lutter contre le harcèlement ou les orientations sexuelles qui sont minoritaires, ce serait vraiment plutôt travailler sur l'empathie,
Plutôt que montrer qu'est-ce que c'est un drag queen dans les écoles, on peut expliquer qu'il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans les orientations principales et culturellement proposées, que c'est très difficile pour eux et qu'il faut être très correct. Alors que utiliser des termes comme droit, ça permet d'ouvrir la porte au fait de banaliser des transgressions. Or, nous, ce qu'on souhaite à nos enfants, c'est vraiment une sexualité épanouie. Et donc, on revient sur le fait qu'on n'a vraiment pas droit à initier des enfants ou à les transgresser avant l'âge. Et c'est ce que signifie le terme précocement qu'ils utilisent. Donc, sinon, c'est destructeur. Parce que, comme disait ma collègue, ça effracte. Et ça amène une confusion, les psychologues appellent ça la confusion des langues, une confusion entre la sensorialité, qui est un prérequis, et la sexualité. Et c'est ça qui fait l'abus. Donc, éviter les abus, c'est vraiment par l'empathie, éduquer à l'empathie, refaire fonctionner les neurones miroirs, rééduquer le cortex préfrontal, les émotions fines, rééduquer au délicat, à la pudeur et au temps logique de la compréhension et de l'intégration des choses. Oui. Et je voudrais rajouter peut-être quelque chose. Je pense qu'on pense souvent qu'aujourd'hui, on trouve ça assez effrayant parce que depuis, en particulier, je trouve, depuis 2020, je pense qu'Amandine sera d'accord avec moi, on entend beaucoup, mais les enfants, ça s'adapte à tout, ça oubliera, etc. Eh bien, si on oublie des expériences, souvent, c'est qu'elles n'ont pas été très agréables. Il y a quand même quelque chose qui s'appelle l'amnésie traumatique, dont précisément les pédophiles savent très bien utiliser. J'ai oublié de préciser que moi, pendant des années, j'ai aussi formé pour l'administration pénitentiaire le personnel à la prise en charge de la délinquance sexuelle. Donc, précisément, les profils de prédateurs sexuels savent très bien que quand ils vont créer de l'effraction traumatique, soit par de la séduction, soit par de l'initiation, soit en montrant des images, soit en créant cette confusion entre le jeu et la sexualisation, etc., entre l'adulte et l'enfant, il est fort probable que l'enfant traumatisé développe une amnésie, c'est-à-dire des troubles de mémoire. Donc, ce n'est pas une adaptation que d'avoir des troubles des mémoires parce qu'on a été traumatisé. Et les enfants ne sont pas des marionnettes avec qui on peut tout faire parce que tout simplement, ils sont dépendants de nous et qu'ils sont dans des situations où ils n'ont pas les moyens de se défendre du monde adulte qui est violent envers eux. Moi, je parle de violence parce qu'encore une fois, laisser des enfants sans chauffage ou avec très peu de chauffage dans les écoles, y compris en classe maternelle ou primaire, comme on a pu voir cet hiver en France, où on les oblige à porter le masque toute la journée, c'est-à-dire à ne pas oxygéner l'organisme, alors qu'on sait que l'oxygène, c'est quand même notre première nourriture. Ensuite, de faire en sorte que certains enfants soient obligés d'être en distance avec les autres, d'être mis au piquet dans la cour d'école parce que ceci, parce que cela, encore une fois, sur des mesures de haine et d'exclusion, comme on a pu le voir aussi et entendre beaucoup de témoignages extrêmement effrayants de ce qui se passe. Parmi tant d'autres maltraitances, et là on renvoie à notre article « Impact traumatique de la politique sanitaire », je crois que c'était en novembre 2020, on a parlé de tout ce qui était en train d'arriver, les retards dans les apprentissages, les retards dans l'apprentissage de la langue parce que l'enfant ne voit pas la bouche de l'enseignant et donc n'est pas en capacité d'apprendre à parler, ça crée des retards de langage. Et tout ceci, on s'en fout complètement. L'OMS a dit que on applique. Donc, je crois qu'à un moment donné, il est très important qu'on retrouve notre esprit critique et surtout qu'on écoute les enfants de façon fine, parce que ce n'est pas parce qu'il ne parle pas, infant, ça veut dire qu'il ne parle pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas en capacité de tout exprimer de ce qu'il vit, qu'ils ne sont pas en souffrance. Voilà. Et je crois que c'est important de remettre une priorité là-dessus, parce que pour le coup, on leur a demandé de se sacrifier pour les générations d'avant, mais c'est sans doute à nous de retrouver le sens du sacrifice pour les générations qui viennent après nous. Pardon, je réactivais juste le micro. Et ben, en tout cas, merci pour tous ces éléments. Est-ce que vous voulez faire un petit mot de conclusion? Est-ce qu'il y a un petit point? Est-ce qu'on conclut là-dessus pour cette émission? Parce qu'on pourrait en fait en parler des heures encore, je crois. Il y a pas mal d'éléments. L'objectif aussi de cette émission, c'était qu'on fasse quelque chose relativement court et qu'en fait, il y ait les idées principales pour que chacun aille chercher à y lire, se documenter et se saisisse vraiment en fait du sujet. Là, c'est sûr que c'est pas
On pourra en parler dans des heures, mais maintenant que je pense que tous les éléments principaux ont été évoqués, et ce sont aux adultes, et c'est là où je rejoins, je me permets de le dire, et je pense que voilà, ce sont aux adultes tout court, pas spécialement qu'aux parents, ce sont aux adultes de se mobiliser pour les générations futures, hein, qui arrivent, et qu'on ne se retrouve pas avec des générations de traumatisés. Est-ce que l'on conclut là-dessus, mesdames? Oui, peut-être rajouter que chaque entrave au développement de l'enfant, effectivement, ça aura un coût. Et même si l'enfant se plaint pas, ça ne veut pas dire qu'il s'est remis du coup. C'est pas parce qu'il supporte des choses qui se remettront de tout. Et ils n'ont pas une capacité d'adaptation indéfinie. Effectivement, ils ont par contre de la résignation, de l'impuissance apprise. Hein, ce que disait ma collègue. Et la résilience, c'est pas le bien-être. Le silence, c'est pas l'épanouissement. Et il peut cacher une souffrance ou une culpabilité. Donc, ce n'est pas parce que les enfants ne parlent pas qu'ils ne somatisent pas, c'est juste qu'ils parlent différemment. Et nous, effectivement, on n'a pas toujours les ressources émotionnelles pour entendre ça. Donc, on peut se demander si effectivement on n'est pas en train d'hypothéquer les ressources émotionnelles des futures générations et qui ont quand même grandi, ces enfants, en niant leurs besoins. On les a masqués, on les a confinés, on parlait de chauffage tout à l'heure. Donc vraiment, rappeler qu'écouter véritablement un enfant, c'est difficile parce qu'un enfant, c'est un être émotionnel avant tout, mais c'est aussi un être en questionnement. Alors du fait qu'il est en apprentissage, il absorbe vraiment tout notre émotionnel et il sent bien que les adultes, ils sont préoccupés. Donc des fois, ils ne parlent pas et pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des angoisses à gérer. Donc c'est vrai que c'est très dur pour un adulte dans la vie courante de se rendre disponible. Par contre, déjà essayer de ne pas parler au téléphone, etc. Les enfants, ils entendent le pas de la porte, voilà, quand on parle à la maîtresse, et ils entendent du coup qu'on va mal. Donc, souvent, les parents sont surpris de savoir que l'enfant, en fait, il allait mal, ils ne savaient pas. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les enfants, d'abord, ils les épargnent. C'est pour ça qu'aussi, en ce moment, on a beaucoup de retours d'enfants qui vont mal. C'est qu'enfin, les parents vont mieux. Il n'y a plus l'histoire d'obligation vaccinale, ou en tout cas, on est sur la fin. Et donc, c'est là qu'ils commencent à aller mal parce qu'ils se permettent à penser à eux. Et quand on observe bien, on voit pourtant qu'il y a des éléments qui circulent. Dans les jeux, ils jouent au docteur, au vaccin, dans leur comportement, ils changent, ils ont des comportements régressés, collés à leur mère. Voilà. Et on voit par exemple des dessins. Je pourrais vous montrer des dessins avec des rubalies sur les toboggans, alors que voilà. Donc, pour entendre la souffrance d'un enfant, il faut vraiment l'imaginer à travers l'affection qu'il nous porte et le fait qu'il se taise pour nous. Et c'est vrai que pour des adultes, c'est difficile de réaliser qu'eux-mêmes, ils se sentent vulnérables. Et donc, pour écouter un enfant, on a peur des fois d'être submergé par ce qu'il va nous dire, donc on préfère se dire qu'il va bien. En tout cas, merci pour tes éléments. Il y a des enjeux majeurs. Oui, le travail peut paraître important, mais comme je dis souvent, en fait, si c'est porté par quelques personnes, ça va être très lourd et très complexe. Encore une fois, alors ça, c'est un point de vue purement personnel, mais qui est partagé, je pense, par beaucoup, c'est qu'il n'y aura pas de sauveur. Mais par contre, si on s'y met de plus en plus nombreux, si on prend tous conscience de cet intérêt, de se bouger surtout, qu'on se répartisse pratiquement les tâches, qui fait quoi, pourquoi, qui est-ce qui peut aller parler à un tel, qui est-ce qui va travailler sur tel sujet, plus nous serons nombreux, plus en fait finalement la charge de travail par personne sera réduite et nous nécessitera juste en fait de disséminer un ensemble de choses pour justement protéger les enfants. Et en tout cas, merci à toutes les deux. Donc je vous rappelle pour ceux qui ont rejoint en cours donc, l'émission, donc nous, comme annoncé sur le visuel, cette émission a été enregistrée notamment là dans la soirée et surtout la nuit, si on peut dire ça ainsi, du 24 au 25 mars 2023 heure française. Ce qui sera donc, je ne peux pas annoncer à l'avance, enfin ce soir, on va la diffuser donc dans le week-end, donc 26-27 mars. Pardon. N'hésitez pas à l'envoyer justement au maximum de personnes. Et puis surtout, vous avez en commentaire, on va retravailler justement la diffusion. Là, surtout les liens à vous mettre
pour que vous puissiez vous en emparer, aller dessus. Vous avez un ensemble de documents. Maintenant, j'ai envie de dire que tout est à votre disposition et c'est à chacune et chacun de faire le travail. En tout cas, merci Ariane, merci Amandine, merci à tous ceux qui font un travail de dingue. Merci à tous. Et peut-être rajouter un dernier petit mot. Souvenez-vous de vous-même quand vous étiez enfant. Tout simplement. Ouais. Bah, totalement. Et sur cette conclusion, moi j'ai envie de dire une chose, c'est que j'ai aujourd'hui 34 ans. Quand j'étais enfant, j'ai pas eu spécialement de cours à l'éducation à la sexualité, ce qui ne m'a pas empêché, en tant qu'adulte, d'avoir, comme tout le monde, je pense, une sexualité. Et c'est ce que je... Mais c'est tellement en fait du bon sens que tu dis, Ariane, il faut juste le dire. Je ne pense pas m'être privé de quoi que ce soit parce que je n'ai pas été éduqué à. Donc tu as totalement raison. Sans ça, il n'empêche que c'est pas pour autant qu'on a violé, que c'est pas pour autant qu'on a fait un ensemble de choses. Et ça reste du bon sens finalement. Ouais. Voilà, il faut consolider la sécurité intérieure de chaque personne pour qu'elle accède plus tard à sa propre sexualité. Oui. Et ben en tout cas, voilà, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Donc vous avez tous les éléments et on se retrouve donc à très bientôt. Merci mesdames et bravo pour votre travail. À bientôt tout le monde. Merci.